tous, il est tout juste 12 h. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 29 avril. Plusieurs personnalités comparaissent ce matin devant la justice. Abdelghani Hamel et un de ses fils sont entendus depuis ce matin par le juge d'instruction près le tribunal de Tipaza. Le ministre des Finances et ancien gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Loukal, comparaît lui aussi devant le procureur de la République près du tribunal de Sidi Mohamed. La nouvelle aérogare d'Alger est enfin opérationnelle. Le premier vol inaugural sera à destination de Paris. L'exploitation commerciale des dessertes par train de la gare d'Era vers l'aéroport international a également commencé aujourd'hui. Et nous parlerons d'une success story dans ce journal. Un investisseur dans l'agroalimentaire a réussi à faire fructifier sa biscuiterie au point de vouloir créer chaque année de nouvelles lignes de production. Il se lance d'ailleurs dès ce mois de juillet dans l'exportation. Bonjour à tous et bienvenue. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP à Constantine ce lundi. Lors de cette visite, Gaïd Salah supervisera un exercice tactique avec munitions réelles visant le contrôle de la deuxième phase de la préparation au combat. Il tiendra une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels de la 5e région militaire. En justice, l'ancien directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, a comparu ce matin en compagnie de l'un de ses fils devant le juge d'instruction près le tribunal de Tipaza pour être entendu dans le cadre d'une instruction judiciaire ouverte concernant des affaires de corruption. Et toujours concernant des affaires liées à la corruption, le ministre des Finances et ancien gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Loukal, comparaît lui aussi devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed pour être entendu sur des affaires liées notamment aux dilapidations des deniers publics et de privilèges indus. Son audition a débuté ce matin. Et nous revenons sur l'audition de Abdelghani Hamel. Nous avons sur place notre reporter Abdelmajid Benqassi. Alors, Abdelmajid Benqassi, bonjour. Alors Majid, si vous m'entendez, Abdelghani Hamel et son fils se sont présentés ce matin aux alentours de 9h30 au tribunal de Tipaza. Ils ont terminé il y a moins d'une heure. Comment cela s'est passé? Avez-vous plus d'informations à nous donner sur les chefs d'inculpation? Bonjour. Oui, je vous entends très bien. Eh bien, comme vous l'aviez dit, l'information que vous avez donnée, il est arrivé à 9h30. Comme prévu, il a été convoqué par le tribunal de Tipaza pour des affaires liées à des activités illégales, trafic d'influence, détournement de foncier et mauvaise utilisation de la fonction. Il est venu ce matin vers 9h30 au tribunal de Tipaza. Il est resté exactement 2h10. Il est sorti pratiquement à 11h45. Mais aucune information n'a filtré à propos de sa présentation aujourd'hui devant le tribunal de Tipaza. Le plus important, c'est qu'il s'est présenté et c'est une première pour un directeur général de la Sûreté nationale. Donc il s'est présenté ce matin, il est ressorti après avoir été écouté par le juge d'instruction. Donc l'affaire se poursuivra tout autant que les autres affaires traitées au niveau du tribunal d'Alger. Merci Majid pour toutes ces informations. Alors, dans le reste de l'actualité nationale, la nouvelle aérogare d'Alger a ouvert ses portes aux passagers ce matin. Elle est entrée en fonction ce matin donc. Air Algérie est la première compagnie aérienne à exploiter la nouvelle aérogare. La destination de ce premier vol sera Paris. D'une capacité de 10 millions de passagers par an, cette immense infrastructure ultramoderne contribuera sans doute à hisser Alger au rang des centres régionaux du trafic aérien. Saïda Mayouf était ce matin à l'inauguration. Nouvelle aérogare de l'aéroport international d'Alger Ouari Boumedienne. Très tôt ce matin, les passagers achèvent les formalités nécessaires pour embarquer sur le premier vol d'Air Algérie vers la capitale française Paris.
La nouvelle infrastructure au design moderne avec ses équipements de dernière génération est à même de satisfaire les passagers, ravis d'ailleurs de ce changement spectaculaire vers la modernité. La vue de l'extérieur, c'était trop magnifique. Et après que Drenna, l'accueil, il était machallah. Et même pour des postes, le bagage et tout, c'était très facile. الله يبارك حاجة شابة حاجة مليحة للبلاد حاجة جديدة صافا افونسينا شوية يشبه انا رحت ديجا المطار تاع برشلونة كيف لي ميم ديزاين بداية. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Quand on voit des choses comme ça, on est tellement heureux. Et le cœur, c'est le cœur qui parle. Premièrement, je ne me suis pas senti en Algérie. C'est une infrastructure qui ressemble beaucoup aux infrastructures qu'on trouve partout dans le monde. J'ai été, on va dire, impressionné par la structure, par l'accueil, par tout ce qui est prévu pour le confort des passagers. Après, j'espère juste que ça va rester dans cet état et que ça va être entretenu. Ça va être une fierté pour l'Algérie, pour les Algériens. Répondant aux standards internationaux avec une architecture tournée vers l'avenir, l'aérogare flambant neuve est doté de toutes les commodités nécessaires, voire indispensables au voyage dans les meilleures conditions possibles. Le 13 mai, on va passer à tous les vols d'Air Algérie sur le monde. Par la suite, on va ramener les autres compagnies, bien sûr, au niveau de l'aérogare. Donc on a choisi de faire le transfert progressivement pour éviter que nous ayons des problèmes, puisqu'on n'a pas de contraintes particulières pour obliger à faire le trafic, basculer tout le trafic d'un coup. Donc c'est une aérogare de 200 000 m². On peut traiter jusqu'à 10 millions de passagers par an. Elle est équipée des derniers équipements dernière génération. Tous les équipements sont de dernière génération. Nous avons 54 ascenseurs, 25 escaliers mécaniques. Sans compter, nous avons 9 tapis roulants. C'est la première fois que ça rentre en Algérie. Donc les scanners, c'est des scanners de dernière génération, les premiers scanners au monde, parmi les premiers qu'on a mis en place pour assurer la sécurité des vols. C'est un projet que tout le monde attendait. Nous sommes très contents. Avec cette mise en service, Air Algérie est ainsi la première compagnie à exploiter cette nouvelle aérogare avec en premier lieu des vols destinés à Paris. Sur le plan opérationnel, nous allons commencer avec les vols de Paris pendant la première semaine. Le prochain lundi, donc la deuxième semaine, ce sera les vols vers la France. Et la troisième semaine, ce sera toute l'activité internationale qui sera transférée à la nouvelle aérogare. Maintenant, sur le plan purement commercial, certainement que cette nouvelle acquisition va nous permettre d'améliorer la qualité de service offerte à nos passagers. D'énormes efforts humains et matériels ont été consentis pour l'aboutissement à une telle réalisation de taille, fierté de l'Algérie, afin que le voyage soit réellement tout plaisir, tout confort. Et l'exploitation commerciale des dessertes par train de la gare d'Era vers l'aéroport international d'Alger via Bebzouar a démarré aujourd'hui également. La fréquence des trains de la nouvelle ligne est programmée pour un aller-retour chaque heure à partir de 5 h du matin jusqu'à 21 h. Concernant le prix du trajet, il est fixé à 80 dinars par adulte et 40 dinars pour le tarif enfant. Des abonnements sont également proposés, offrant des réductions allant à 50%. Je vous propose d'écouter la déclaration de Saïd Gemouri, le directeur des transports et des voyageurs à la SNTF. Aujourd'hui, le 29 avril, nous avons procédé à l'exploitation commerciale de cette nouvelle gare reliée à la gare Ara, en passant par la station de Bebzouar. Je dirais aux citoyens que cette ligne leur évitera beaucoup de problèmes, notamment la circulation routière entre Alger et l'aéroport. Ça va leur permettre de gagner du temps et d'économiser de l'argent. Quant aux volets physiques, nous prévoyons 1 million de voyageurs durant cette première année d'exploitation. Le flux des voyageurs à l'aéroport est estimé à 8 millions, donc nous voulons capter au moins 1/8 de ces voyageurs pour cette première année.
Une ceinture explosive prête à être utilisée a été découverte hier à Batna par un détachement de l'ANP en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale, indiqué le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Le sac à dos contenant une ceinture explosive prête à être utilisée a été détruite sur place. Par ailleurs, 4 narcotrafiquants en possession d'un peu plus de 6 kg de kif traité ont été interceptés par des éléments de la gendarmerie nationale lors de 2 opérations distinctes à Borj Bouariri et Skikda, alors que 40 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen et à In Salah. Je vous parlais en titre de cette success story. Une biscuiterie basée à Sétif se lance dans l'exportation. L'affaire marche si bien que le propriétaire compte créer chaque année de nouvelles lignes de production pour augmenter ses capacités de production et d'exportation. La première vague de ces biscuits devrait atterrir bientôt dans un pays africain. Les négociations sont en cours. Le reportage de Naïm Al-Walish. La ligne turque qui utilise des petites mains et une autre italienne plus récente et plus autonome de cette biscuiterie installée à Sétif tourne à plein régime. Les recettes de ces produits qui ont pignon sur rue sont bien sûr concoctées par de grands chefs et classées top secret. Cette unité a été réalisée, ça fait à peu près un mois, par un groupe d'Italiens. Actuellement, on est en phase d'essai pour atteindre le seuil maximal de la production. À elle seule, cette usine produit plus d'une dizaine de biscuits dans les célèbres cookies et compte bien augmenter sa variété pour satisfaire un maximum de goût. Classée 4e au niveau local, cette biscuiterie représente un peu plus de 9% du volume de la production nationale et les chutes que vous voyez là serviront pour la transformation en aliments à bétail. Ça fait une année qu'on a démarré. On a démarré avec une ligne turque qui fait à peu près dans les 3000-3500 cartons jour. Et on vient de démarrer, ça fait à peu près un mois, avec une autre ligne italienne. La distribution se fait sur 22 wilayas. Nous avons maintenant 22 wilayas. Et nous comptons commencer l'exportation de notre produit. Nous avons des négociations avec des Camerounais, des Libyens et des Tunisiens. Et nous comptons entamer la première exportation, la première opération, d'ici le mois de juillet-août. Avec une production totale de 15 000 cartons jour, cette usine compte multiplier davantage sa production avec l'ouverture imminente de 2 nouvelles lignes en attendant l'expansion graduelle de cette industrie à raison de l'ouverture d'une ligne par an. Une conférence débat autour du passage de l'autosuffisance à l'exportation dans le cadre d'une émergence d'une véritable industrie de matériaux de construction s'est tenue à Jijel. Objectif, aller vers l'instauration d'une véritable démarche d'exportation et d'une stratégie claire. Manel Boutouaba. L'Algérie a connu en 2017 sa première opération d'exportation de ciment. Elle marquera la fin de l'importation de ce matériau. Les dernières cargaisons exportées démontrent l'émergence de ce marché en pleine expansion et d'une véritable industrie des matériaux de construction, laquelle est passée par plusieurs étapes depuis l'indépendance. Elle se trouve au cœur du modèle économique actuel. Après l'autosuffisance, cap vers l'exportation, la question a été débattue lors d'une conférence tenue à Jijel. Après être parvenu à exporter près d'1 million de tonnes de ciment par le biais du port de Djenjen, nous sommes passés de la phase du dialogue autour de l'importance de l'exportation hors hydrocarbures à l'évaluation de ces opérations d'exportation. En présence d'opérateurs du domaine, les débats ont tourné autour des mécanismes à instaurer pour mettre en place des opérations d'exportation durables et éviter les erreurs coûteuses. Il a été question de la nécessité d'installer une véritable stratégie et de mettre fin à la navigation à vue. نشوفوا باللي الاغلبيه نتاع المصانع نتاعنا تاع لي زوزين تاعنا هما Nous avons constaté par exemple que la plupart des usines et unités de production se trouvaient très loin des ports, à 100 voire 200 km. Autre constat, les ports ne sont pas habitués à exporter, ce qui est un grand problème, car l'acte d'exporter a ses propres mécanismes et ses rouages. Comment charger un bateau, quelles sont les cadences de chargement, quelles sont les conditions de chargement, etc. Les besoins au niveau national sont estimés à 30 millions de tonnes à l'horizon 2020. On aura donc un excédent de 10 à 12 millions de tonnes par an.
Nous comptons exporter 60 000 tonnes de ronds à béton et 30 000 tonnes de câbles et fils. Ce sont des données prévisionnelles. La valeur globale sera de 41 millions de dollars. Jusqu'en 2016, l'Algérie était le plus grand importateur de ronds à béton dans le monde, 2,6 millions de tonnes, 11% des importations mondiales. Selon les déclarations des responsables du secteur, la production sidérurgique annuelle sera portée à 12 millions de tonnes à l'horizon 2020 contre 2,5 millions en 2016. Devrait suivre la filière céramique et faïence et le bois de construction qui enregistre actuellement un retard considérable. Mais les chiffres restent globalement encourageants pour la mise en place d'une véritable industrie de matériaux de construction, toutes filières confondues. Reste à mettre en place une véritable démarche d'exportation. Direction Guelma, une wilaya à vocation agricole où l'on produit beaucoup de tomates. La production attendue cette année est estimée à un peu plus de 2,5 millions de quintaux, ce qui a permis de créer toute une série de conserveries. Un exemple dans la commune de Belkhair. Le reportage est signé Abdelmajid Benrassi. Deux atouts essentiels que nous pouvons qualifier d'atouts d'excellence pour la wilaya de Guelma, à l'est du pays. La céréaliculture et la tomate industrielle, deux filières qui enregistrent bon an, mal an, des productions records. Guelma demeure une wilaya avant tout à vocation agricole. Mais il reste que la région dépend beaucoup de la pluviométrie. Alhamdulillah, pour cette année, le barrage de Bouhamdan est à 130 millions de mètres cubes. L'année passée, en cette date, il était à peine à 20 millions. Lyon, on a cette aisance, je dirais, pour accompagner les agriculteurs. Pour cela, on a affecté déjà 25 millions qui est destiné à l'irrigation, qui s'ajoute aux 2 millions pour les céréales. Connaissons également pour être un pôle de tomates industrielles, va bénéficier de 25 millions de mètres cubes destinés à l'irrigation d'appoint. L'année 2017-2018, c'est-à-dire les prévisions étaient de 4200 et la réalisation elle était de 2495 hectares. Et en matière de production, c'est 2 63 170 à raison de 827 quintaux à l'hectare. Et pour cette année, donc, il y a des prévisions de 3310 hectares pour l'année 2018-2019 et les productions, c'est-à-dire à 2 582 840 quintaux. De la production de tomates industrielles pour faire tourner à plein régime les conserveries de la région à l'image de celle de Zimba, dans la commune de Belkhair, à une trentaine de kilomètres du chef-lieu de Wilaya. Une région où les agriculteurs sont soutenus par les industriels locaux. On accompagne les filières dès le début, qui mènent la saison, on fait les entrants, tout ce qui est entrant, soit les engrais, l'allocation des terres agricoles, soit les plants de tomates, soit les soit les pépinières qui sont disponibles sur le marché. On fait des contrats qui sont programmés avec la DSA et la Chambre et l'ONIDEV qui chapeautent l'opération. À 400 agriculteurs en matière de contrat, la production n'est pas mal. Le problème c'est un problème تاع. Nous sommes à 1600, entre 1600 et 1800 hectares les repiqués, donc les mailles grosses. Mais la moyenne, nous sommes à 2500 hectares de tomates, c'est-à-dire de tomates confondues, fait toutes les variétés. Ils ont arrêté l'importation de la tomate, le très peu concentré, là pour encourager les fellahines et les transformateurs à faire plus. Et là, on commence à participer dans les foires. En Afrique, on a participé à 2 foires. En Mauritanie et au Gabon. Pour le transport, il faut nous accompagner parce que ça coûte énormément cher. Pour aller directement en Mauritanie, c'est un peu loin et ça coûte énormément cher. Il faut avoir des garanties, comment il faut faire rentrer notre argent. Parce que si on n'a pas une banque qui nous garantisse notre argent, comment elle va revenir en Algérie, là, il y a un grand risque. Des producteurs capables d'exporter, mais l'accompagnement vers les marchés extérieurs ne suit toujours pas. Les bienfaits de l'arganier, cet arbre fruitier endémique du sud-ouest du pays, ne sont plus à démontrer. Un arbre qui pousse sur près de 70 000 hectares dans la wilaya de Tindouf, mais également à Mostaganem, où sa plantation à titre expérimental a été concluante, comme vous allez le voir dans ce reportage. Le commentaire de Karima Efa. Plus d'une trentaine d'hectares en plein milieu de la forêt de Stidia ont été défrichés avant de mettre en terre 2000 plants d'arganier.
Nous sommes ici dans une station expérimentale qui dépend de la direction des forêts de Mostaganem, créée exprès pour la réhabilitation de l'arganier. التاريخ تاع هاد لا ستاسيون سي حراجي فوريسي قديم اللي قام بتجربه غرس هنايا. L'histoire de cette station est intimement liée à un ancien garde forestier qui a planté 6 plants d'arganier dans les années 1920-1930. Après, il y a eu les gardes forestiers en 2001 qui ont tenté de planter les premières graines d'arganier et ça a plutôt bien marché. Aujourd'hui, on a près de 600 arganiers, dont près d'une cinquantaine d'arbres qui ont donné leurs premiers fruits. La création de cette pépinière pour la production de 10 000 plants d'arganier est un premier pas vers la réhabilitation de cette plante. Ici, des essais de germination ont donné des résultats très satisfaisants à hauteur de 60% de réussite. درناها كمشروع لتعميم و لا ريابيليتاسيون تاع لارغاني à travers les grands périmètres à l'intérieur du pays. كما نعرف أن نبتة الأرغان L'arganier est une plante très difficile à reproduire, donc on a besoin de l'expérience des techniciens qui utilisent les dernières innovations techniques pour la reproduction. اتباع التقنيات اللازمة لإجراء عملية الإنبات. La pépinière de 4 hectares est mise à la disposition d'une fondation qui s'occupe de la sauvegarde de l'arganier. Elle fera de la wilaya de Mostaganem un exemple pilote de réhabilitation de l'arganier, un arbre qui a un intérêt écologique et économique certain. Le partenariat public-privé pourrait devenir un outil d'optimisation et de rationalisation de la dépense publique. La question en tout cas fait l'objet d'un séminaire international à Gherdaïa où les participants ont eu à débattre sur les mécanismes de développement des partenariats publics-privés. Nsen Ben Saidi. Le partenariat public-privé constitue une alliance visant à la promotion et la relance de l'économie nationale. Lors du séminaire ayant pour thème les mécanismes de développement du partenariat des deux secteurs qui s'est tenu à l'université de Gherdaïa, les participants ont insisté sur l'importance de développer ce mécanisme. Il y a pas mal de pays qui se basent sur ce mécanisme pour développer leur économie, comme la Chine et la Turquie par exemple, et dont l'économie de leur pays est caractérisée par une alliance entre système d'économie orienté et système d'économie du marché. Cette rencontre qui a réuni des économistes et professeurs d'université du pays et du monde arabe était un espace d'échange d'expériences et d'idées. Ce mécanisme a été adopté par beaucoup de pays comme la Grande-Bretagne et la France. C'est un mécanisme qui a fait ses preuves et qui a donné des résultats positifs. Cette méthode vise à aider le secteur public à la création d'infrastructures de base, notamment dans la conjoncture actuelle, d'augmentation des charges de développement et de pression démographique. Qui peut gérer le mieux l'argent public? Est-ce le secteur public ou le privé? Bien sûr, cela reste relatif et dépend des personnes et des responsables. En plus de mettre en exergue l'importance de ce partenariat pour l'économie nationale, il a aussi été question lors de cette rencontre de faire connaître aux participants les nouveaux concepts de ce mécanisme ainsi que les différents domaines possibles de partenariat public-privé. L'actualité internationale en bref, avec tout d'abord la question libyenne qui commence à préoccuper l'ONU pour qui la détérioration de la situation humanitaire est déjà grave. Naïma Haouch. En Libye, après plus de 3 semaines de combats meurtriers entre camps rivaux près de Tripoli, la situation humanitaire est grave et risque encore de se détériorer, affirme une responsable onusienne. Des combats se déroulent au sud de Tripoli entre forces loyales et celles du maréchal Khalifa Haftar qui a lancé le 4 avril une offensive pour conquérir la capitale. Selon l'OMS, près de 300 personnes ont été tuées et 1332 ont été blessées. Plusieurs centaines de civils ont fui les combats alors que d'autres sont toujours bloqués dans les zones d'affrontement. En Espagne, le Premier ministre socialiste remporte les élections législatives mais devra, faute de majorité absolue, chercher des alliés pour gouverner un pays divisé où l'extrême droite va entrer pour la première fois au Parlement, plus de 40 ans après la fin de la dictature de Franco. Pedro Sánchez au pouvoir en juin dernier en renversant le conservateur Mariano Rajoy dans une motion de censure, sera donc obligé de bâtir une coalition difficile pour continuer à gouverner. Des inondations et des glissements de terrain provoqués par des pluies intenses sur l'île indonésienne de Sumatra.
ont fait au moins 17 morts et 9 disparus. Quelques 12 000 personnes ont été évacuées et des centaines de bâtiments, de ponts et de routes endommagés par le mauvais temps qui sévit depuis plusieurs jours sur 9 districts ou villes de la province de Bengkulu. L'impact de cette catastrophe pourrait s'aggraver. Au Canada, une digue végétale protégeant la ville de Sainte-Marthe sur le lac, au bord du lac des Deux Montagnes, en crue à quelques dizaines de kilomètres de Montréal, a cédé ce samedi. Cette rupture a entraîné une montée subite des eaux dans plusieurs quartiers de la ville. Près de 8000 personnes ont déjà été évacuées au Québec depuis 2 semaines et près de 6000 résidences ont été inondées. Ces chiffres dépassent désormais ceux des crues catastrophiques du printemps 2017, les pires depuis un demi-siècle. Et on revient en Algérie. La dinanderie, une spécialité constantinoise jalousement préservée. Le métier est ancestral dans la région. Il se transmet souvent de père en fils. On compte d'ailleurs bon nombre d'artisans dans la ville qui travaillent la feuille de cuivre. Mais vivre de ce métier n'est pas toujours facile. Camilla Mellal. La dinanderie, voilà un métier d'art très répandu à Constantine. L'antique Cirta demeure par excellence la ville des artisans dinandiers. C'est presque une passion. Le métier est séculaire dans la ville du Vieux-Rocher. Je réalise tellement d'objets comme des plats, des plateaux et des théières. Pour passer une commande, il faut tout simplement que le client me transmette la forme qu'il désire. Et là, je la façonne facilement et avec beaucoup de passion et d'amour. Transmis de père en fils, le métier de dinandier a beaucoup évolué ces dernières années. Néanmoins, les artisans trouvent beaucoup de difficultés à écouler leurs marchandises. Nous ne pouvons plus réaliser de nouvelles pièces. Il nous est difficile de nous procurer la matière première. Alors on ne fait que restaurer seulement les anciennes pièces. La matière première n'est pas disponible. Le problème de la commercialisation est un autre souci. Les artisans font le produit seulement durant l'organisation des salons de l'artisanat. Malgré les obstacles que rencontrent ces artisans, ce métier ancestral persiste encore à Constantine, où 200 dinandiers ont été enregistrés dans cette ville. Reflet de la culture locale, l'artisanat est indissociable du tourisme et représente un atout culturel indéniable pour attirer le visiteur. Le préserver est donc une obligation et cela passe par l'accompagnement matériel des artisans. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, vous retrouverez Mina Abed pour les prévisions météo et rendez-vous ce soir avec Nejma Haj pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.